Ayers Rock est le plus gros monolithe du monde, la carte postale la plus célèbre de l'Australie. C'est aussi le point de départ de la seconde partie de notre voyage à travers ce continent hors du commun. Notre objectif reste Darwin, la pointe nord du pays, sur les traces de John McDowell Stuart. Cet explorateur fut le premier, en 1862, à rallier le sud au nord de l'Australie. Plus de 3000 km de traversée. Environ à mi-chemin, un détour s'impose vers Ayers Rock et les monts Olgaz. Ayers Rock, de son vrai nom aborigène Uluru, est LA terre sacrée entre toutes dans la culture aborigène. Charlie Walkabout est l'un des gardiens d'Uluru. Le site a été rendu aux aborigènes en 1985, mais le gouvernement fédéral continue d'en assurer l'exploitation touristique. Il y a encore plein de légendes vivantes dans ce rocher. C'est un seul gros rocher qui contient beaucoup de légendes. Le rocher a un côté femme et un côté homme. Depuis toujours, les légendes ont appartenu aux aborigènes. Et aujourd'hui, nous sommes les gardiens de cet héritage. Chaque forme de la roche a sa propre histoire. Une des plus importantes est l'histoire de Kunya, la femme python. Tu vois les traces où elle a poursuivi son neveu parce qu'il ne s'est pas soumis à son autorité? Elle l'a pourchassé 2 fois autour du rocher. Et finalement ici, elle a pris un grand bâton et elle l'a frappé 1 fois à gauche. Et la 2e fois, il est tombé raide mort. Les anciens ont peint dans les grottes. Ils ont utilisé les couleurs ocre, rouge et jaune de la terre. Ils ont représenté l'histoire du monde pour l'enseigner aux enfants. C'est comme une école et elle s'adresse aux enfants de chaque génération. Ce rond-là représente la terre. Le mur est comme un livre. Pour être exact, comme le tableau noir dans une école. Quand les parents sortaient pour chasser, ils laissaient les enfants ici en sécurité. Le plafond est aujourd'hui noir de la fumée du feu, parce qu'ils faisaient cuire du kangourou pour nourrir la famille. Haut de 350 mètres, le sommet d'Ayers Rock offre une vue magnifique sur le désert. Son ascension fait pourtant chaque année de nombreux morts en raison de la raideur de la pente et de la chaleur qui y règne, jusqu'à 50 degrés en plein été. De plus, pour les aborigènes, poser le pied sur Uluru représente un sacrilège. Les légendes du rocher ne concernent pas les Blancs. Normalement, je refuse d'expliquer ces légendes aux visiteurs parce qu'ils pourraient ensuite les écrire dans un livre. Et pour nous, ça serait un sacrilège. Ici, c'est notre pays, ce n'est pas le vôtre. Vous, vous avez votre propre pays, mais ce n'est pas ici. Les couchers de soleil dans la région sont fascinants. Denis Tiblé, un pilote d'hélicoptère français basé à Uluru, m'invite à survoler en fin de journée les monts Olgaz, un ensemble de 28 formations rocheuses à une trentaine de kilomètres d'Ayers Rock. Il y a en fait 3 massifs montagneux sur une ligne, en fait, pratiquement est-ouest. Et c'est les Olgaz, Ayers Rock et Montcorn qui est un peu plus loin. En fait, les Olgaz sont, à mon avis, bien plus sacrés pour les aborigènes que Ayers Rock.
En fait, parce que quand on demande aux guides aborigènes à propos des Olgas, ils veulent rien nous dire. Donc c'est certainement parce qu'il y a pas mal de secrets autour des Olgas. C'est un endroit pour les hommes seulement. En fait, les femmes aborigènes ne sont pas du tout autorisées à venir aux Olgas. Elles ne sont même pas autorisées, je crois, à regarder les Olgas. C'est quoi le nom aborigène des Olgas? C'est Katachuta, ça veut dire plusieurs têtes. En fait, parce que c'est composé de 36 différents dômes. Là, il y a un coucher de soleil avec des couleurs que j'ai rarement vues quand même. Sur cet endroit déjà rouge à l'origine, ça donne une ambiance vraiment particulière. On est vraiment en Australie, quoi. C'est très beau. Il est temps de rejoindre la Stuart Highway. Cette route, achevée seulement en 1987, relie désormais Port Augusta à Darwin et fut ainsi baptisée en hommage à l'explorateur. En 1862, et au bout de 9 mois de périple, John McDowell Stuart parvint en compagnie de 11 hommes et 71 chevaux à boucler pour la première fois cette traversée. L'objectif principal du gouvernement, qui offrait alors une prime de 2000 livres, était d'installer une ligne télégraphique entre le sud et le nord de l'Australie. Le panneau peut paraître surprenant, mais c'est vrai qu'il vaut mieux se méfier le long de la Stuart Highway, puisqu'à tout moment, vous pouvez voir surgir sur la route des chameaux sauvages, vivant souvent en totale liberté dans l'outback. Importés d'Afghanistan dès le milieu du 19e siècle, ils ont joué un rôle prépondérant dans la conquête et le développement du centre de l'Australie. À une centaine de kilomètres d'Alice Springs, j'arrive ici chez Noel Fullerton, un éleveur de chameaux. Noel exerce en fait une double activité. Outre l'organisation de safaris dans la région, il dresse des chameaux spécialement pour les courses. Ici, dans la région, il y a 56 000 chameaux. Des chameaux sauvages? Oui, 56 000 autour d'Alice Springs. C'est beaucoup. Et combien pour toute l'Australie? Pour l'Australie entière, 250 000. Comment les chameaux sont-ils venus en Australie? Les premiers chameaux ont été importés des îles Canaries en 1840. Un deuxième convoi est arrivé en 1860. Et puis, en 1866, ils ont été importés en quantité énorme. D'où? De Karachi, d'Arabie Saoudite, du Soudan, particulièrement d'Afghanistan. Et pourquoi? Principalement pour transporter de lourdes charges. Il y a peu d'eau dans ce pays. On les a donc utilisés pour transporter des marchandises. Et en plus, il n'y a pas beaucoup de routes. Pas de route, pas d'eau. Et un chameau peut survivre 14 jours sans eau dans le désert, même s'il est très chargé. C'est le seul animal capable de traverser les régions vraiment hostiles. La course de chameau est l'un des sports privilégiés des Australiens de l'Outback. Chaque année se déroule l'Adelaide Cup, sorte de championnat d'Australie de la spécialité. Et le palmarès de Noël est éloquent puisqu'il a remporté 25 des 28 premières éditions. Pour guider un chameau, c'est nécessaire de lui mettre une espèce de cheville au nez. Pour ça, on utilise cette cage-là. Et comme ça, il ne peut pas bouger. C'est comme un clou avec une petite flèche. Vous voyez, comme celle-là. Pour les humains, on appelle ça du piercing. Oui, c'est exactement comme le piercing aux oreilles ou au nez. Vous attachez les rênes de chaque côté de la tête, vous tirez à gauche ou à droite et le chameau obéit. Et ça ne leur fait pas mal? Pas du tout. Si vous percez au devant du nez comme on le fait à un taureau, ça lui fait mal. Mais dans le côté du nez, il ne sent rien. On a le projet de mettre des chevilles au nez de toutes les femmes du territoire du Nord pour mieux les contrôler. Si on réussit ici, je suis sûr que la France y mettra aussi. Vous en êtes sûr? Oui, oui, j'en suis sûr. Noel Fullerton travaille en famille. Il a lui-même acquis les secrets du dressage et de l'élevage au contact des derniers Afghans ayant habité la région.
Des techniques que Noël transmet à son tour à ses enfants. J'ai entendu parler du fameux train qui vient d'Adélaïde et qui va à Alice Springs. Je vais le voir. Il a un nom étrange. Oui, on l'appelle le GAN, parce que le chemin de fer a été construit étape par étape sur un siècle. À la fin de chaque tronçon, c'est un groupe d'Afghans qui prenait le relais et transportait avec leurs caravanes de chameaux les marchandises apportées par le train jusqu'aux stations disséminées dans le bush. Donc, quand les gens arrivaient, c'était toujours les Afghans qu'ils voyaient en premier. Petit à petit, tout le monde a appelé le train le GAN. Ces Afghans ont été les premiers à traverser certaines régions d'Australie. Quand les routes et les voitures sont arrivées et que le chameau n'a plus été indispensable, le gouvernement n'a pas voulu que les Afghans restent. Il n'a gardé que ceux qui étaient mariés avec des aborigènes et les Blancs. Les autres ont dû partir chez eux. Le chameau aussi a été oublié. Il a été relâché et abandonné dans le désert. Pourtant, c'est le chameau qui a contribué au développement du chemin de fer en portant toutes les charges. Et je les aime bien. Ils ne sont pas mauvais, comme on le pense souvent. Oh, come on. He agrees with you. Tell me all about it. Hey? Thank you very much. Bye. Yep. See ya. Yep. Retour sur la Stuart Highway et je prends maintenant la direction d'Alice Springs, le cœur de l'Australie. C'est l'occasion d'entendre siffler le GAN, l'un des trains les plus célèbres du pays. La ligne a été construite au début du siècle par des prisonniers britanniques déportés en Australie. Son tracé suit celui de la ligne télégraphique. Le GAN relie Adélaïde à Alice Springs à raison de 2 allers-retours par semaine. Un parcours de plus de 1500 km pour lequel il faut aujourd'hui compter 20 heures de trajet. Bienvenue à Alice Springs. À l'entrée de la ville, une immense fresque retrace son histoire. Longtemps peuplée d'aborigènes, Alice Springs doit son premier essor à l'installation du télégraphe en 1861. Mais la ville ne se développera vraiment qu'avec l'arrivée en gare du premier GAN. C'était en 1929. Au début des années 80, quelques nostalgiques ont d'ailleurs fondé ici l'association de préservation du GAN, qui a pour objet de restaurer des locomotives et des wagons d'époque. 70 ans d'histoire du GAN sont ainsi précieusement conservés. La gare d'Alice Springs, à l'époque où la ville s'appelait encore Stuart, a même été reconstituée. C'est ici que le tout premier GAN, en provenance d'Adélaïde, entra en gare le 6 août 1929. Ce wagon, construit à Birmingham, en Angleterre, au début des années 50, est l'un des joyaux de la collection. Il est resté en service sur le GAN de 1954 à 1962. C'est le premier qui offrit l'air conditionné aux passagers. L'intérieur du wagon abrite aujourd'hui un véritable petit musée. Dessins, photos d'époque sont là pour retracer l'histoire de la ligne. Il n'y a qu'à admirer le luxe et les boiseries typiquement britanniques pour comprendre que nous sommes ici en première classe.
En deuxième classe, le confort est plus sommaire. Très peu de places assises pour un voyage qui s'étalait tout de même à l'époque sur 2 jours. À quelques mètres de là, l'ancienne station de télégraphe est elle aussi transformée en musée. La ligne entre Adélaïde et Darwin, construite dans la foulée de l'expédition de Stewart, est restée en service jusqu'en 1933. Bien avant l'arrivée des pionniers, Alice Springs était peuplée d'aborigènes qui profitaient déjà de la richesse en eau du site. C'est ce que m'explique Danny, mon guide sur place. Nous sommes ici à Umbantoa, c'est le nom aborigène pour cet endroit et cela signifie lieu de réunion. Avant l'arrivée des Blancs, cet endroit était très important pour nous parce qu'il y a une source. Nous appelons cette source Cholia, mais elle a été renommée Alice Springs quand un des premiers chefs du poste de télégraphe a décidé de rebaptiser l'endroit du nom de sa femme, Alice. Pour les Blancs, à l'origine, l'endroit s'appelait Stewart, mais bien avant ça, pour les aborigènes, c'était Imbantoa. Vous pouvez voir qu'ici, on est vraiment à la source, on est vraiment à Alice Springs. Mais où est l'eau? L'eau, elle est en dessous. Ici, il faut creuser pour trouver de l'eau. Ce n'est pas profond. On creuse les endroits où l'eau de pluie filtre dans la terre. Vous sentez, la terre est très froide là. Et maintenant, vous commencez à voir l'eau. Oui, ça y est, je vois l'eau. Oui, je la vois. Et quand les animaux veulent boire, ils creusent également? Oui, les animaux se sont adaptés aux conditions de vie ici, comme nous. Les kangourous viennent boire à la source ici? Oui, en fait, les kangourous trouvent l'eau pour nous pendant la nuit. Quand je trouve l'eau, je la bois. Essayez. Non, merci. Ok, comme ça il y en aura plus pour moi. Mais vous savez, par le passé, personne n'avait le choix. Oui, oui, je comprends. Où sont les animaux? Ah, ils sont tout autour, ils nous regardent en ce moment. Il y a un kangourou. Il y a des wallabies de rochers, des lézards et des serpents. Nous avons les serpents les plus venimeux du monde. Et des araignées aussi? Oui, on a des araignées dangereuses. Elles sont grandes? Oui, mais le pire, c'est les serpents. Donc quand vous traversez le désert, vous devez être très prudent, ça peut être dangereux. Ah oui, il faut faire attention, c'est très dangereux. Les aborigènes, dont la présence en Australie remonterait à 40 000 ans avant notre ère, ont appris à survivre dans les milieux les plus hostiles, tirant profit de ce que la nature peut offrir. Hey! Regardez, c'est une plante médicinale. Celle-là? Oui, c'est une aratha. C'est comme une sauge. En réalité, c'est un fuchsia natif d'Australie. On l'utilise pour soigner les problèmes respiratoires. On le mélange avec de la graisse animale et on inhale l'odeur du mélange. On fume les feuilles aussi dans les cérémonies traditionnelles. Il y a plus de 50 espèces en Australie. Beaucoup de gens de mon peuple utilisent les médicaments traditionnels comme ça. Et tout le monde commence à en apprécier les valeurs. Il y a beaucoup de plantes médicinales? Oui, il y en a environ une centaine et peut-être plus. On en découvre encore aujourd'hui. Celui-là, c'est Opulo. Les Blancs appellent ça un ruby saltbush. Et les aborigènes appellent ça un Opulo. On mâche ces feuilles parce qu'elles contiennent beaucoup d'eau. C'est une plante très courante dans le désert. En fait, dans toutes les régions sèches. Et si on ne trouve pas d'eau, on utilise ça pour survivre. Vous voyez? C'est plein d'eau. Et c'est bon? C'est super. Goûtez. C'est très sucré. Très sucré. C'est très doux. That's nice, hein? En fait, Danny m'avouera un petit peu plus tard que personne n'en mange, à moins de n'avoir rien d'autre à se mettre sous la dent. Alice Springs, perdue en plein centre de l'Australie, compte près de 30 000 habitants. C'est la seule ville significative du pays qui ne soit pas située le long des côtes.
6 heures du matin, un nouveau jour se lève sur le petit aéroport d'Alice Springs. Tout autour, c'est un vaste no man's land, car il n'y a pas la moindre ville, à 500 km à la ronde. L'avion tient donc une place prépondérante dans l'approvisionnement et l'organisation de la vie des villages du centre de l'Australie. C'est un outil indispensable permettant d'assurer d'innombrables services de proximité. Good morning. Good morning. I'm Chris. Alex. Hey Alex, how are Nice to you? meet you. Nice to meet you. Okay, that's C'est cet avion qu'on va prendre? Oui, c'est celui-là. Chris, l'un des pilotes, m'invite à l'accompagner dans sa tournée. Dites-moi, Chris, pour quel service utilisez-vous ces avions? C'est le mode de transport qu'utilisent les aborigènes pour rendre visite aux autres communautés et pour aller ou revenir de l'hôpital en ville. On transporte les fameux médecins volants, les infirmières, les professeurs, les géologues, les mineurs, même les missionnaires. En fait, quiconque a besoin de transport entre les communautés lointaines. On utilise aussi les avions pour acheminer le courrier et ce qu'on appelle les commandes pour le bush. Et ça, c'est de la nourriture fraîche qu'on ne peut pas trouver sur place. C'est impossible de faire les courses. Les magasins sont trop loin. C'est vraiment le désert ici. Il n'y a personne aux alentours? On visite quelques régions très isolées. En ce moment, on survole des exploitations de bétail. Mais la plupart du territoire appartient aux aborigènes. Et si vous avez un problème en vol, qu'est-ce qui se passe? On a de la chance aujourd'hui, parce qu'il fait beau. Mais souvent, le temps change vite. Et il devient subitement très mauvais. Et quand ça arrive, ça peut couvrir une surface de milliers de kilomètres carrés. Pendant l'été, on a des orages sévères. Et on essaie de faire un détour. Mais ce n'est pas toujours possible, parce que la visibilité est vite réduite. On a aussi les orages de poussière. Si on a un problème à ce moment, alors je prends vite une décision. À gauche, c'est trop montagneux pour faire un atterrissage. Mais je peux bien trouver un endroit pour atterrir si je vais tout droit. Là, c'est plat. Actuellement, cette région qu'on survole est peu peuplée, et pourtant, elle est plus que d'autres. Il y a des pistes utilisées de temps en temps par les gens qui se rendent d'une communauté à l'autre. Donc, si on a un problème, dès que je vois une route comme celle-là, à droite, j'atterris à côté et quelqu'un finira bien par passer ou me trouver. Mais en Australie, on a aussi un système de recherche et de sauvetage extraordinaire, très développé pour aider les pilotes comme moi. C'est très efficace. Et si je dois atterrir maintenant, je déclenche le système de surveillance par satellite. Alors tous les avions dans la région essaient de me trouver par radio. Il y a encore une dernière issue. Si je n'arrive pas à ma destination à l'heure prévue, les personnes qui m'attendent téléphonent au centre de sauvetage, qui lance alors une recherche avec une vingtaine d'avions et d'hélicoptères. Bon, on est arrivé. Je vais amorcer mon atterrissage. La piste est droit devant, mais je vais survoler la communauté plusieurs fois pour annoncer mon arrivée. Ça, c'est notre habitude ici. Bon, maintenant on est en approche. Les pistes ici au centre de l'Australie sont assez longues et il y a une raison pour ça. Souvent les vents ne sont pas favorables. Et avec cette longueur de piste, on peut quand même atterrir. Il y a beaucoup de vents latéraux et ça c'est le pire. Souvent même, on atterrit avec un vent latéral de 20 km/h. Une fois par semaine, Chris vient ici dans la communauté de Papunya, à 250 km d'Alice Springs. C'est pour la centaine d'habitants du village l'unique contact avec le monde extérieur.
Sorry. Give it to me. Let me have. Okay. Sally. Hi, Sally. Hi, Sally. Alex. Hi, Vicky. Il existe néanmoins un autre lien, grâce à un petit récepteur radio. School of the Air, l'école des ondes. Cette école assure depuis Alice Springs l'enseignement de 150 enfants isolés dans un rayon de plus de 1000 km. Matt, 5 ans, réalise la plupart de ses devoirs à l'aide de cahiers reçus par correspondance et 20 minutes par jour, 4 fois par semaine, sa maîtresse est à l'autre bout du fil pour contrôler ses progrès. Oui, Matt est en train de faire sa leçon de mathématiques. Donc, en fait, cette pièce, c'est un peu comme l'école pour Matt. Parce qu'il n'y a pas d'école dans la communauté. Non, il n'y a pas d'école. Alors on fait l'école chez nous. C'est notre maison ici. On communique avec le professeur par radio 4 fois par semaine. Il y a 8 autres enfants dans la classe de maths. Ils sont dispersés dans la région, limitée au sud par la frontière avec l'Australie méridionale et au nord à 200 km de Tennant Creek. Donc c'est une très grande superficie et tous les enfants prennent leurs leçons par radio en même temps. Maintenant, mes enfants, prenez votre cahier jaune pour notre leçon de géographie. Et sur la carte, expliquez-moi ce que signifient les symboles. On commence avec toi, Terry Martin? Bien, on a les montagnes. C'est bien ce que signifie ce symbole. Et maintenant, explique-moi un autre symbole sur cette carte, Nathalie. Et quel est le symbole pour une ville? Oui, c'est un point noir. Et l'autre symbole sur la même page, c'est quoi? Oui, ce sont des arbres. Bien, merci tout le monde. Bonne journée, on se retrouve demain. Matt, tu prends des leçons de français à la radio? Non? Ça te dirait de prendre ta première leçon de français avec moi? Donc, ce que je vais t'apprendre aujourd'hui, c'est à dire bonjour. Bonjour Alex, parce que c'est mon nom. Alors en français, ça fait bonjour Alex. Bonjour Alex. Yes, bonjour Alex. Okay. So tomorrow, donc demain, je rends visite à ton professeur et je parlerai avec toi par la radio. Et je verrai si tu te rappelles. Ok, ça marche? That's a deal. Ok. Retour vers Alice Springs, histoire d'aller voir à quoi ressemble cette école hors du commun. Chris change d'itinéraire. Il me propose de survoler les réserves aborigènes qu'il ravitaille assez régulièrement. Vous voyez le grand cratère là-bas? C'est une météorite? Oui, c'est un cratère provoqué par une météorite. Ah oui, elle devait être énorme. Oui, c'est vrai. Tous les scientifiques ont dit qu'à l'époque, ça a dû avoir des effets dévastateurs sur la région. Quel est le nom de la communauté aborigène qu'on voit là-bas? Arionda. Et vous venez apporter le courrier là régulièrement? 2 fois par semaine. Donc vous êtes plus proche de la communauté aborigène que n'importe qui d'autre finalement? Oui, avec notre contact régulier, on est très proche du peuple aborigène. Qu'est-ce qu'ils pensent aujourd'hui de la présence des Blancs sur le territoire? Les gens dans le coin apprécient que les Blancs aient la volonté de les aider. Dans les communautés, la plupart des tâches techniques sont effectuées par les Blancs. Par exemple, les services essentiels comme l'eau, l'électricité, les égouts et aussi les services médicaux, les soins, sont assurés par des Blancs.
Mais de plus en plus, des jeunes aborigènes font des études pour faire ces métiers. Et j'espère que dans le futur, ils seront de moins en moins dépendants du savoir-faire des Blancs. Le peuple aborigène assumera de plus en plus ses propres responsabilités. Aujourd'hui, il y a un grand changement. Par exemple, cette ligne aérienne appartient aux aborigènes. L'équipe blanche dirige le service pour les aborigènes. On a commencé avec un seul avion et ils en ont acheté de plus en plus. Et maintenant, il y en a 7. Les aborigènes possèdent aussi une compagnie pétrolière, une de transport et même un supermarché. Donc de plus en plus, ils s'investissent et travaillent à leur propre bien-être. « 9 h du matin, la cloche a sonné et me voici au siège de la radio-école, fondée en 1951. Bonjour tout le monde, c'est Mademoiselle Dobby. On commence avec notre classe de mathématiques et la première question. 12 plus 5 égale quoi? La rentrée des classes se déroule dans le plus grand calme, et pour cause. Question numéro 2, 8 plus 8 égale? Hello, nice to meet you. Nice to meet you and welcome. Thank you very much. Alors voilà l'équipement des professeurs. Oui, on parle avec les enfants par radio pendant 20 minutes par jour. Et comme ça, la radio, ça casse le sentiment de solitude. Les enfants sont si loin, des fois à 1000 km d'ici. Ils habitent dans des petits groupes de famille au milieu de nulle part. Ils sont solitaires, très isolés, et si on parle avec eux tous les jours, comme ça casse l'impression qu'ils ont d'être sans importance, d'être tout seuls avec leurs livres et leurs devoirs. Alors avec la radio, on leur montre que ce n'est pas vrai, on les assiste. 8 plus 9 égale 17. Bravo tout le monde. À quelle distance se trouve l'écolier le plus éloigné? Oh, le plus éloigné, il est à environ 1000 km d'ici. On assure notre mission sur une région de 1 million de kilomètres carrés. Ça fait une superficie plus grande que celle de l'Europe occidentale. Imaginez 1 million de kilomètres carrés de terre avec seulement 150 étudiants. Il n'y a que 80 familles dans la région. Les enfants habitent très très loin les uns des autres. Le premier objectif, c'est d'enseigner aux enfants les moyens d'apprendre, les techniques, pas seulement les informations. C'est plus théorique. Les professeurs ici à l'école préparent les leçons sur papier, les impriment, puis les envoient aux mères des élèves. Et chaque jour, c'est la mère qui donne la leçon avec le matériel imprimé. Elle est donc les oreilles, les yeux, les mains, la bouche du professeur. Elle fait la leçon au quotidien pour nous. Les 20 minutes de contact radio par jour sont là simplement pour confirmer le progrès des enfants chez eux. Aujourd'hui, c'est vrai, on utilise aussi Internet, le téléphone, le fax et la vidéo. Toute une panoplie d'outils pour servir de support à la leçon. Mais peut-être que c'est plus important pour les enfants d'entendre une voix pour avoir un vrai contact humain? Oui, absolument. Et en plus, c'est une voix qu'il connaît, même si on ne se rencontre pas en face à face très souvent. On a une relation très proche, c'est pas comme être un professeur dans une classe traditionnelle. La chose la plus impressionnante pour moi se passe de temps en temps quand je rends visite à une famille et que je suis accueilli par un petit enfant de 5 ans qui vient me faire un câlin. C'est pas souvent qu'un professeur peut dire ça. Bonjour Mademoiselle Dobby. Bonjour Nathalie, quelle nouvelle aujourd'hui? On nous livre une nouvelle voiture demain. Oh, tu vas avoir une nouvelle voiture demain? Oui. Oh, mais c'est très excitant. Dis-moi quelle marque, Nathalie? Elle est blanche. Oh, une voiture blanche, c'est génial. Maintenant, je fais l'appel. Matt Down, tu es là? Bonjour Matt, j'ai un visiteur ici qui aimerait te dire bonjour. Te rappelles-tu ta première leçon de français?
Oui. Tu veux bien saluer Alexandre en français? Salut Matt, c'est bien. C'était la bonne manière de dire bonjour. Félicitations, tu es un très bon élève. Salut Matt, c'était un grand plaisir de te rencontrer. Right, Natalie, go ahead, please. Okay, thanks for letting me know, Natalie. Je quitte Alice Springs et son étonnante école. Il me reste encore près de 1500 km pour rallier Darwin. Dès la sortie de la ville, le désert reprend ses droits. Je suis maintenant dans cette région que les Australiens appellent « The Back of the Beyond », ce qui pourrait se traduire par l'arrière de l'au-delà. La région est hostile, et il semble que certaines tentatives de traversée ne se soient pas forcément toujours bien terminées. Mais même en plein désert, un Australien doit toujours pouvoir trouver de la bière. Les fameux pubs sont partout. Celui de Barrow Creek, à plus de 250 km au nord d'Alice Springs, est l'un des plus célèbres. Depuis toujours, le pub fait partie intégrante de la vie des Australiens. Avec près de 140 litres de bière par an et par personne, c'est le deuxième plus gros consommateur au monde, talonnant de près les Allemands. La plupart de ces établissements furent construits au début du siècle, juste après les lignes télégraphiques. C'est ensuite autour de ces pubs que se sont constitués les villages. Les décors ne sont pas toujours du meilleur goût, mais la tradition veut que les chauffeurs de road trains personnalisent à chacun de leurs passages les pubs dans lesquels ils s'arrêtent. Le mur situé derrière le bar est recouvert de billets de banque, faisant la réputation de Barrow Creek et la fortune de Patrick, le patron des lieux. J'ai entendu parler de ce bar. Tout le monde dit que c'est un endroit historique. Ah oui, il a connu de grands moments pendant des années. Il a été construit juste après la station de télégraphe à côté. Et à cette époque, il y a eu beaucoup de problèmes entre les pionniers et les aborigènes. Beaucoup de fermiers ont été tués, des aborigènes aussi, malheureusement. Mais ça s'est passé il y a longtemps. C'est calme aujourd'hui. Ce bar a été construit en novembre 1932. Juste après, on a construit un camp pour l'armée pas loin d'ici. À l'origine ici, c'était fait de bois et de toile. Mais peu à peu, on a gagné de l'argent et on a décidé d'investir dans un four pour fabriquer les briques. Ensuite, le toit a été construit. Et c'est quoi ça sur les murs? Oh, les billets sur les murs? Ça a commencé il y a des années avec les cow-boys qui venaient souvent ici. Ils ont décidé de créer une assurance contre la soif. Oui, c'est ça, une vraie assurance contre la soif. Ils reçoivent leur salaire seulement une fois par mois. Et après quelques jours, les poches sont toujours vides. Donc, dès le moment où ils sont payés, ils viennent ici, ils signent un billet et le fixent sur le mur. La fois suivante, s'ils viennent sans argent, ils peuvent quand même s'offrir à boire. Ici, c'est connu comme la banque du bush. Malheureusement, on ne verse pas d'intérêt. Pour la prochaine fois. Pas de problème. Avec ça, vous avez la garantie de pouvoir vous offrir une boisson la prochaine fois que vous visiterez Barrow Creek. À une bonne centaine de kilomètres de Barrow Creek, j'arrive devant cet étrange amoncellement d'immenses rochers sphériques éparpillés de part et d'autre de la route. On les appelle les Devil's Marbles, les billes du diable.
Les spécialistes pensent que ces blocs de granit faisaient autrefois partie d'un même rocher qui se serait brisé en morceaux avant d'être au fil du temps travaillé par l'érosion du vent et de l'eau. Une légende aborigène prétend qu'il s'agit en fait des œufs du serpent arc-en-ciel. L'équilibre de certaines pièces de ce grand puzzle peut parfois paraître précaire. Les plus grosses billes mesurent 6 mètres. En passant le tropique du Capricorne, je laisse le désert derrière moi. Au fur et à mesure que l'on s'approche de Darwin et de l'océan, le climat change radicalement. Il devient tropical. Changement de climat et donc de décor. Tout d'un coup, la végétation devient abondante et la faune d'une richesse infinie. Tout au long des 500 derniers kilomètres qui mènent à Darwin, les parcs nationaux se succèdent. La région abrite le quart de tous les poissons d'eau douce du pays, mais aussi 300 sortes d'oiseaux et près d'une centaine d'espèces de reptiles différentes. Nous sommes ici au pays de Crocodile Dundee. La plupart de ces reptiles se concentrent dans la région. Dès son retour en 1862, Stewart confia qu'après 8 mois de traversée du désert, la découverte de ces oasis de fraîcheur avait sans doute permis à ces hommes de mener à bien leur expédition. Situé à l'est de la Stewart Highway, à 250 km de Darwin, le parc national de Kakadu a des allures de jungle. C'est le plus grand parc naturel d'Australie. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, il s'étend sur près de 19 000 km². Située juste à la sortie du parc, voici la plus grande ferme de crocodiles de Kakadu. Les plus beaux spécimens du domaine mesurent jusqu'à 7 mètres. Ils se nourrissent essentiellement de viande et de poulet. J'arrive justement pour l'heure du repas.
Nourrir ces petits monstres demande dextérité et courage. Stuart travaille depuis 7 ans à la ferme. Les crocodiles n'ont donc plus beaucoup de secrets pour lui. Stuart, je vous ai vu nourrir les crocodiles, c'était très impressionnant. Oui, j'imagine que ça l'est quand vous le voyez pour la première fois. Expliquez-moi un peu l'activité de cette ferme de crocodiles. L'objectif de cette ferme est d'élever le crocodile d'eau salée. Son vrai nom est crocodile estéron. On l'élève pour la valeur de sa peau, mais aussi pour sa viande, parce que c'est très populaire ici. Ici, on a 13 000 spécimens. C'est beaucoup. Et on produit environ 2500 peaux chaque année, pour le marché français et allemand, et les autres pays aussi. Le marché pour la viande, c'est surtout l'Australie. Ça ressemble à quoi le goût de la viande de crocodile? C'est pas mauvais. Ça ressemble un peu à du poulet. Dans la nature, il y a beaucoup d'espèces de crocodiles? Non, en Australie, il n'y en a que 2. Comme ici, l'estéron, ou crocodile d'eau salée, et le crocodile d'eau douce. Et c'est le deuxième qui est natif d'Australie. Il y a beaucoup de crocodiles en Australie? Je ne suis pas sûr pour l'Australie en général, mais dans la région, ici à côté de Darwin, il y en a 80 000. C'est beaucoup. En fait, il y a autant de crocodiles que d'hommes dans la région. Et il y a des accidents chaque année? Oui, et cela tient à la nature même des crocodiles, qui protègent férocement leur territoire. Ils se sentent les propriétaires d'une portion de rivière. Les gens oublient ça, décident d'aller nager et immédiatement le crocodile, même s'il n'a pas faim, va immédiatement défendre son territoire. Et un humain n'a aucune chance contre un grand crocodile. Vous n'avez jamais été attaqué par un crocodile? Les grands essaient tout le temps. Mais en fait, il n'y a jamais eu de grave accident ici. Vous avez l'impression qu'ils vous connaissent? Non, je ne pense pas. Et qu'est-ce que vous faites si un crocodile vous attaque? Vous pouvez essayer de vous défendre avec un grand bâton, mais vraiment, la meilleure chose, c'est de courir parce que vous n'avez aucune chance. Par contre, j'ai reçu beaucoup de morsures, de coupures, d'égratignures de la part des petits crocodiles, comme ceux-là, là. Ça se passe normalement au moment où je leur donne à manger. Et aussi chaque jour, quand je transfère dans une autre cage une centaine de crocodiles qui ont grandi plus vite que les autres. Chaque jour, quelqu'un dans l'équipe est blessé. De temps en temps, c'est nécessaire de faire des sutures. Mais en général, ce n'est pas plus grave qu'une morsure de chien. On dirait qu'ils deviennent fous dès qu'ils voient la nourriture. Oui, ce sont des créatures très agressives. Elles ne pensent à rien d'autre qu'à recevoir leur nourriture. Thank you very much. Hope to see you again. See you later. Bye. Dernière ligne droite avant l'ultime étape d'un voyage qui s'achève. Darwin, la ville la plus cosmopolite d'Australie, n'a jamais été épargnée par l'histoire. Tout d'abord bombardée par les Japonais en 1942, elle fut ensuite en 1974 détruite à 80% par un terrible cyclone prénommé Tracy. La ville en constante reconstruction compte aujourd'hui 80 000 habitants.
À 3000 km de Port Augusta, je roule maintenant sur les tout derniers mètres de bitume de la Stuart Highway. C'est ici, précisément à l'est de Darwin, que John McDowall Stuart est arrivé le 25 juillet 1862, après plus de 9 mois de traversée. Comme l'explorateur, je laisse derrière moi les déserts du centre, les rochers sacrés et autres pierres légendaires renfermant les secrets aborigènes, ou encore les marécages du Nord. J'ai l'impression, en arrivant à l'extrémité de ce continent, d'atteindre le bout du monde. Devant moi s'ouvre l'océan Indien, et un peu plus loin l'Indonésie, et tant d'autres pays à découvrir.